prédateurs cosmiques. Bienvenue sur Saturne, vous allez voir, c'est impressionnant. Saturne. Léon Andreas. Construction, tout, c'est phénoménal. Saturne, Géna. Nous entrons dans le système saturnien, royaume de la majestueuse planète aux anneaux la plus importante du système solaire. Avec sa masse 95 fois et son volume 900 fois celui de la Terre, la géante gazeuse Saturne Géna est souveraine de plus de 200 planétoïdes dont certains pourraient bien cacher de massives constructions que l'on pourrait attribuer aux Anunnaki reptiliens, mais également des bases avancées humaines, ce qui rejoindrait les divulgations du programme spatial secret PSS que j'ai, programme spatial secret 1, 2, 3, comme Corey Goode, disant que le Titan, de même que le reste du système solaire, est déjà occupé par le secteur militaro-industriel. Nous reviendrons sur ces révélations dont les secrets s'estompent à mesure que les preuves s'accumulent. Titan a été découvert, on est sur Saturne, le 25 mars 1655 par Christian Huygens. C'est le 22e satellite en termes de distance à Saturne Géna, dont il orbite à une distance moyenne de 1 221 865 km. Titan est aussi le deuxième plus gros satellite de Saturne avec un diamètre de 5149 km 400, pardon. Il est 48% plus gros que notre Lune. Contrairement au satellite connu du système solaire Titan Amate, certains astronomes considèrent Titan comme une planète à part entière. En effet, lors de la mission Cassini-Huygens, lancée en octobre 1997, l'atterrisseur européen Huygens, qui s'est posé à la surface de la lune Titan en 2004, a révélé un monde insoupçonné. Une atmosphère dense composée essentiellement de méthane et autres hydrocarbures plus complexes, des collines, des lacs, des rivières, de la pluie, des paysages modelés par un cycle à base d'hydrocarbures pouvant rappeler ceux de la Terre. Toutes ces caractéristiques pourraient avoir produit une vie bien différente de la nôtre, ce qui ferait de Titan un potentiel monde extraterrestre. En ferait aussi un bon candidat dans le cadre de nos recherches, et ce malgré une température de surface autour de moins 180 degrés Celsius. J'ai écrémé le site de la NASA cataloguant les clichés de la mission Cassini-Huygens. Mon choix s'est arrêté sur 2 clichés concernant le premier Piod 9551. Je pourrais presque dire que c'est lui qui m'a choisi dans la mesure où la découverte était fortuite. En effet, après l'avoir téléchargé, je l'ai ouvert sous paint.net. Comme toujours, je l'ai passé de 96p à 300p. Écoutez, parce que c'est rigolo, sans faire exprès ce qu'il a fait Andreas, avec un fort agrandissement. Une partie du fond de l'image était noircie. Il y avait bien quelques particularités, mais rien de probant. Je m'apprêtais donc à passer au cliché suivant, mais je me suis trompé. Au lieu de sélectionner quitter, j'ai cliqué sur la fonction auto-niveau. Surprise, sans faire exprès, j'ai pas fait exprès de cliquer sur autre chose. Le fond s'est éclairci, faisant apparaître ce qu'on pourrait qualifier de construction. Vous voyez le hasard, comme quoi... En fait, le fond de l'image en est rempli, mais le cliché est, comme c'est souvent le cas, très pixelisé. Cela prendrait trop de temps pour passer des filtres afin de les faire toutes ressortir. Aussi, je m'en tiendrai à la section encadrée à gauche où les structures sont plus faciles d'accès. J'ai fait un petit aparté. Le lecteur aura noté le recours à paint.net, petit logiciel du traitement d'images gratuit et puissant. Je l'utilise de concert avec Photofiltre 7, tout aussi gratuit. Ça vous pouvez le faire. Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas de retouche d'image, mais bien d'agrandissement et d'amélioration par autopixel. Je vais vous faire voir le secteur qu'il a pris. Et vous allez voir, c'est effrayant. Ici, pas de montage Photoshop, j'explique tout. Cela dans l'annexe méthode de... Je mets comme ça parce que je sais que j'ai toujours mal à ma jambe malgré mon infiltration. Alors dans l'annexe méthode de travail, après les liens de téléchargement, cette mise au point faite, reprenons le cours de nos investigations. Traitons d'abord la formation du premier plan. Nul besoin d'être un planétologue pour comprendre qu'on se retrouve face à des structures artificielles. Et on est sur Saturne, hein. J'espère que je me comprends. J'ai tout de même ajouté une simple comparaison pour vous nous en donner une idée plus précise. On voit que derrière les constructions continuent à s'étendre. La dernière pourrait même être fortifiée d'un mur d'enceinte. Je vous le ferai tout de suite. Bienvenue sur Saturne. Et je peux pas faire mieux. Hein. Ok. Alors mettez sur pause, hein, comme toujours. Ouais, ça se voit qu'il n'y a pas de bâtiment, hein, regardez. Hein.
C'est par hasard, hein. Même très pixelisé, en aucun cas mal à reconnaître des tours et autres infrastructures inhérentes des installations de type complexe industriel militaire. Ça va se remettre. Tout cela a l'air bien humain, mais on trouve aussi ce qui semble être des vestiges bien plus massifs qui, ne le sont visiblement pas. Par exemple, le cliché Pia 20023. Il s'agit d'une vue radar prise par la sonde Cassini. On y trouve les plus hautes montagnes de Titan en parlant de filtrage. Voilà ce qu'en dit la NASA. Écoutez bien. Les images radar ne présentent pas de scènes telles qu'elles apparaissent aux yeux de l'homme. Au lieu de la lumière du soleil, les images radar utilisent des ondes radio émises par le vaisseau spatial qui sont réfléchies à diffuser à la surface de Titan afin de voir à travers l'atmosphère opaque de Titan. Les régions lumineuses indiquent les matériaux rugueux ou qui dispersent le faisceau. Les régions sombres indiquent des matériaux relativement lisses ou qui absorbent les ondes. Radar, un effet secondaire de cette technique est le motif granuleux appelé spical, qui est généralement présent dans les images radar de Cassini. Les prises de vue de Cassini ne seraient donc pas représentatives de la réalité telle qu'elle apparaît aux yeux de l'homme. Pour contourner cet obstacle, la NASA utilise une technique de traitement du bruit dans les images radar appelée suppression du filtrage, qui produit des vues plus claires et plus faciles à interpréter. En lisant ceci, on a le droit de se demander pourquoi le fait d'éclaircir des zones sombres fait apparaître des bâtiments. On a plutôt l'impression d'un camouflage. Sachant cela, prospectons le cliché Pia 20023. Je ne vais en ressortir qu'une structure, alors que si le lecteur s'en donne la peine, il révélera beaucoup d'anomalies ayant attrait à des vestiges. Tout cela grâce à la technique de traitement de suppression de filtrage de la NASA. On peut donc remercier le service de traitement d'images de la NASA de nous faciliter la tâche malgré l'application d'une autre technique, le camouflage, le cliché Pia 20023. Étant relativement vaste, je n'ai sélectionné que la zone concernée et encadré la structure à étudier. C'est là que le plus grand des hasards, la fameuse technique de traitement du bruit dans les images radar appelée suppression du filtrage a produit, comme je l'ai dit, entre autres cette formation à connotation reptilienne. Oui, j'ai bien dit reptilienne. La suite. En conséquence, on retrouverait sur Titan des constructions humaines et des vestiges aux caractéristiques Anunnaki reptiliens. C'est ce qu'il disait Corey Goode dans Programmes spatiaux secrets 1, 2 et 3. J'ai tous les tomes. Titan, monde de méthane, serait le premier astre dont la localisation n'aurait pas été motivée par la présence d'eau. Pas si sûr si on en croit les données recueillies par les sondes Cassini, parmi lesquelles les scientifiques ont repéré une énorme étendue de glace d'eau s'étendant sur près de la moitié de la circonférence de Titan. Et ce que vous allez voir après, c'est effrayant. Sur les quelques 200 planétoïdes orbitant autour de Saturne, Géna, nous n'avons visité qu'un seul Titan, ce qui laisse présager de nombreux signes de civilisation sur d'autres lunes. Si c'est le cas, alors nous devrions déceler des activités inhérentes à ces mondes au sein du système saturnin, concours de circonstances. Il se trouve que j'avais déjà traité du sujet dans la guerre des insectoïdes martiens. Le 19 août 2009, la sonde Cassini, qui se trouvait à 280 000 km de distance de la planète Saturne, aurait capturé des images d'un objet en forme de cigare. Écoutez bien, c'est mes préférés. Géant, évoluant entre les anneaux de Saturne dans la division de Keller. Mais là, on revient sur Saturne. L'agrandissement révèle bien la forme de cylindre. Celui-ci est énorme, puisque la division de Keller fait environ 42 km. Donc, entre les anneaux de Saturne, on appelle ça dans la division de Keller, il y a un omni-cigare qui fait pour moi 50 km de long. On l'a ici et on l'a ici. Donc c'est là. C'est entre là et là, ça fait 42. Et l'objet est au milieu. Ici. Ok. Là, l'objet, l'ovni-cigare, il fait pour moi 50 km. Mais entre l'anneau et l'autre anneau, ça fait 42 km. Je sais pas si vous avez compris. Bon, c'est simple. Là, l'objet au milieu, c'est un ovni-cigare géant.
qui fait pour moi un bon 50 km. Peut-être plus. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Un vaisseau mère géant. Parallèlement au cliché de Cassini, le site d'information Sputnik News a partagé les inquiétudes de Norman Berggren, ingénieur de Lockheed Martin, première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Norman Berggren est également un des plus grands scientifiques travaillant pour la NASA, ayant son siège au Comité consultatif national de l'aéronautique NACA, ça fait presque NASA. De plus, on apprend qu'il travaillait sur certains projets secrets ultra sensibles pour les États-Unis. On peut donc présumer que Norman Berggren est un homme sain d'esprit lorsqu'il prétend que des ovnis géants qui avaient été repérés dans les anneaux de Saturne, oui c'est ça, c'est ce que je viens de faire là, prolifèrent maintenant à d'autres planètes qui ont des anneaux comme Uranus et Jupiter. Dans ces circonstances, on aurait tendance à croire que les planètes annelées résultent d'une activité minière, notamment les anneaux de Saturne Géna, qui pourraient supposément en constituer de restes d'exploitation de planétoïdes. En substance, jusqu'ici, nous n'avons visité que peu d'astres, mais tous contiennent de l'eau et tous renferment des agencements qui pourraient bien être de fabrication humaine, cohabitant avec des monuments d'origine extraterrestre, c'est ce qu'il disait Corey Goode. Programme spatiaux secret, alliance extraterrestre. Allons faire un tour du côté de Jupiter Moul J. Babar, histoire de confirmer davantage cette hypothèse, mais ça c'est pour ça pour la prochaine fois. Là, c'était Saturne, ok. Voilà. Et je vous fais voir les bâtiments et je coupe. Quelques bâtiments. Voilà. Et l'OVNI géant cigare qui fait pour moi plus de 50 km. Hein. Enfin, si j'imagine, hein, en étant là. Voilà, et je coupe, merci. Voilà. À bientôt. Prochaine fois, ça sera Jupiter. A plus. Prédateur cosmique de Andreas, Jupiter. Et c'est parti, c'est une belle vidéo sur Jupiter. Le système jovien est régi par la plus grosse planète du système solaire, plus massive et volumineuse que toutes les autres planètes réunies. Jupiter, Moul J. Babar. À ce jour, on compte 79 satellites naturels, dont les 4 premières lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, furent découvertes en 1610. Je rappelle quand même que ça remonte déjà, par le savant Galilée. Vu le nombre d'astres, j'ai limité mes recherches au seul satellite galiléen. Io est un monde volcanique et Europe de glace. Il nous reste Ganymède et Callisto. J'imagine qu'on va trouver des belles trouvailles. 2 lunes composées de roches et de glace sur lesquelles une colonisation paraît plus probable. Callisto, commençons par Callisto, orbitant à une distance moyenne de 1 882 700 km de la planète mère, avec un diamètre de 4 820 km, soit 39% plus gros que notre Lune. Callisto est la deuxième plus grosse lune du système jovien. En 2001, le site Science et Avenir rapportait l'information suivante: sous sa surface glacée, Callisto est un des plus gros satellites de Jupiter, pour abriter un immense océan souterrain, selon une nouvelle étude menée par Javier Rose de l'université de Complutense à Madrid et publiée dans la revue Nature. L'article conclut: Javier Rose, en tenant compte des différentes propriétés structurales de l'eau, comme la mobilité des particules, est venu à la conclusion que l'eau était restée à l'état liquide sous la surface de Callisto.
Indébitablement dans le même foulée que les Anunnaki reptiliens, nous suivons la piste de l'eau. Parmi les nombreux clichés mis en ligne par la NASA se trouve cette image prise par la sonde Galileo le 4 novembre 1996 portant le numéro PIA 00514. Le cliché est sombre petit. Après l'avoir téléchargé, j'ai comme de coutume procédé à un fort agrandissement avec rajout de pixels suivi d'un éclaircissement. Cela donne l'image suivante dont je n'ai affiché que la partie qui nous intéresse. J'imagine qu'il va y avoir des belles surprises. Voilà. Malgré un camouflage évident appliqué uniquement aux zones les plus intéressantes, la retouche est grossière et laisse entrouvert certaines structures. Pour en revenir à ce genre de tentative de dissimuler la vérité, c'est malheureusement une pratique courante des agences spatiales, mais cela a tout de même son bon côté, celui d'être révélateur d'une manipulation qui se trame depuis fort longtemps au sein du système solaire. Cela étant, recentrons-nous sur la section en bas à droite du cliché PIA 00214 et voyons ce que nous pourrions en ressortir. Au moins deux structures se détachent de l'environnement granuleux, une tour non loin d'un bâtiment coiffé d'un dôme. Les liens d'origine se trouvent en fin d'ouvrage. S'il le souhaite, le lecteur pourrait élargir ses recherches puisqu'il semble que ces constructions appartiennent à un groupe plus vaste. Pour preuve, juste au-dessus de la première sélection du cliché PIA 00514, on peut voir des tours et autres édifices dont il semble difficile d'ignorer leur nature artificielle. On pourrait facilement continuer à relever des formations manufacturées en étudiant d'autres clichés, mais il me semble que cet échantillonnage est suffisamment probant pour quitter Callisto afin de nous rapprocher de 1 070 400 km de Jupiter. C'est à cette distance que se tient Ganymède, faisant de cet astre le 7e satellite en termes de distance à la géante gazeuse. Bienvenue sur Jupiter. Une sorte de bâtiment. Qui se trouve dans ces secteurs. Ok. Ganymède. Avec son diamètre de 5268 km, Ganymède, en plus d'être plus gros que Titan, est également la plus grande lune de tout le système solaire, dépassant même de 8% le diamètre de la planète Mercure. Mais ce n'est pas tout, on a vu que l'environnement de Titan, bien que ressemblant à celui de la Terre, ne pourrait convenir à un organisme terrestre, sauf bien sûr si le dit organisme est une civilisation techniquement évoluée, capable d'implanter des installations propres et reproduire ses besoins vitaux. PIA 02233 pourrait servir d'approche à notre arrivée sur Ganymède. La photo a été prise le 5 mars 2000 à une distance de 272 000 km. Et déjà on peut y déceler des anomalies. Comme souvent, de toute façon. Par exemple, ces formations aussi curieuses que gigantesques dans la zone encadrée. Je vais vous faire voir après. On a l'impression de structures artificielles, massives, que l'on pourrait attribuer aux Anunnaki reptiliens. Mais à cette distance, il faut rester prudent. Des clichés plus près de la surface pourraient bien sûr nous enlever de l'avantage, mais la tâche s'avère plus délicate. En effet, bien que les prises de vue de Ganymède soient nombreuses, les images sont granuleuses, ce qui les rend presque inexploitables. Aussi, j'ai dû batailler afin de pouvoir passer un certain nombre de filtres de camouflage afin d'en sortir des structures. De même qu'avec le cliché PIA 00497, il s'agit d'une mosaïque composée d'images obtenues lorsque la sonde Galileo a survolé Ganymède le 6 septembre 1996. Le territoire concerné fait environ 54 km de large sur 90 km de long. La partie que nous allons voir se trouve en bas de la mosaïque au nord de la région Marius Région. Alors ça c'est le secteur indiqué, moi je dis secteur mais bon, partie ce que tu veux. Et voilà. Après, ça pourrait donner ça. Évidemment. En zoomant les pixels et tout.
On le voit, la qualité exécrable. Le 14,82 cm sur 23 cm 94 pour moi le 38 pixels par pouce. J'ai dû scinder l'image, le passer à 300 pixels par pouce, l'agrandir. Ouais, effectivement, ça fait comme des petites structures. À 22 cm sur 17 et jouer avec les contrastes. Le résultat n'est pas fameux aussi, je ne ferai aucune comparaison, bien qu'il révèle des nombreuses constructions manifestement rendues possibles par une intervention autre que celle faisant intervenir une mystérieuse force de la nature. En vérité, il y a des clichés dont les structures sont en si grand nombre qu'ils ont tout d'une métropole, mais ils sont encore moins exploitables. Je vais vous le faire voir tout de suite. Alors c'est pas évident, hein, zoomer pop ça et puis voilà. On imagine que ça fait quand même des structures et des bâtiments. Les mesures du télescope spatial Hubble ont non seulement confirmé que Ganymède renferme de grandes qualités d'eau à l'état liquide, mais qu'il s'agirait carrément d'un océan salé de 100 km de profondeur, une quantité d'eau supérieure à celle des océans terrestres. Ce n'est pas tout. Le magnétomètre de la sonde Galileo a permis de découvrir l'existence d'une magnétosphère propre à Ganymède. Ce qui veut dire que cette lune renferme un noyau contenant du fer et du nickel susceptible de produire de la géodynamo à l'origine d'un champ magnétique analogue à celui de la Terre. Ganymède génère son propre champ magnétique. De surcroît, cette protection contre les rayons cosmiques nocifs pour la vie se trouve renforcée par l'action du champ magnétique de Jupiter, dont l'étendue enveloppe son 7e satellite. Toutefois, ces caractéristiques feraient de Ganymède un monde capable de supporter la vie et du même coup un candidat de choix pour une implantation durable. J'ai dit plus haut que les clichés étaient difficilement exploitables. J'ai dû tout de même insister en découvrant l'image Pia 02281 qui se compose de la comparaison de deux clichés. Celui de droite montre une partie de la surface de Ganymède vue depuis 120 km par Voyageur 2. Le 9 juillet 1979, et à gauche, celui qui nous intéresse a été pris à une distance de 169 000 km par Voyageur 2 le même jour. Voici les explications de la NASA, les explications concernant l'image de gauche. Un terrain contraste très sombre et sont parés par des bandes lumineuses de terrain rainuré. La bande de rainure linéaire étroitement espacée au premier plan a une largeur de 150 km et semble être compensée par une autre bande étroite perpendiculaire, comme si elle était fondue. Une variété de motifs de rayons sont visibles autour des cratères. L'une et la gauche de l'image, elle a des rayons sombres proéminents autour d'un halo intérieur brillant. Les autres cratères ont des auréoles sombres, d'autres ont des rayons lumineux diffus. La variation est que les motifs d'albédo autour des cratères peuvent indiquer des couches dans les matériaux de surface. L'intensité des cratères suggère que les zones sombres sont extrêmement anciennes. Le terrain rainuré clair est moins cratérisé et probablement un peu plus jeune. Belle description, mais qui semble quelquefois éloignée de ce que l'on voit lorsqu'on s'intéresse de plus près à cette image du cliché Pia 02281. D'abord, sélectionnons une zone constituée de variétés de motifs avec des bandes de rainures linéaires étroitement espacées. Bon, c'est pas évident à... Mais c'est vrai que c'est drôle de structure quand même, je veux dire des drôles de formes. On a des sortes de hiéroglyphes. Après les applications d'usage, agrandissement avec ajout de pixels, des formations structurelles semblent apparaître, mais la pixelisation ajoutée à la forte différence de couleur entre les zones sombres et les rainures très blanches ne permet pas de confirmer cette hypothèse. Afin de contourner cette limitation, j'ai assombri les rainures, ce qui a pour effet de temporiser les écarts et de rendre opérationnelle l'utilisation des fonctions. Luminosité de contraste du reste appliqué l'auto-niveau donne plus ou moins le même résultat. Doit-on crier au miracle ou à la manipulation de toute... Ah oui, on dirait vraiment un schéma, même une ville, je sais pas quoi. De toute évidence, un phénomène étrange puisque les variétés de motifs avec des bandes de rainures linéaires étroitement espacées prennent soudain l'apparence de ponts, routes et bâtiments, une cité. La comparaison est une mégapole terrestre comme New York est sidérante à tel point que je n'ai pas pu résister à inverser les couleurs. Même si certaines structures ont tendance à devenir translucides, elles sont encore reconnaissables. De plus, il faut garder à l'esprit que ce qu'on voit n'est qu'une petite surface.
une toute petite surface, puisqu'on peut observer que la photo PIA 02233 contient des structures artificielles massives, ce qui sous-entend que Ganymède pourrait être entièrement colonisé. Découvrir des indices probants sur seulement 2 astres du système jovien renforce l'hypothèse. De départ, si les Sumériens avaient une telle connaissance du système solaire, c'est bien qu'ils avaient reçu l'information de l'extérieur à la Terre en conséquent par contact extraterrestre. Ils les appelaient Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur Terre, et décrivaient comme des êtres belliqueux géants de type reptilien. D'après ce que nous avons pu en voir, soit ces êtres ont disparu depuis longtemps, ou bien ils sont toujours là. Des réponses pourraient se trouver du côté de l'ancienne planète Moulg, devenue la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Et je coupe là. C'est une belle vidéo, mais c'est vrai qu'on dirait, et ça fait froid dans l'eau, on a l'impression que c'est New York. En inversant, je crois que c'est en inversant les couleurs. Hein. Voilà. New York en bas, 64, et au-dessus, c'est sur Jupiter. Ça fait peur quand même. Hein. On a l'impression d'une ville. C'est vrai, des cités, une cité, des routes, des ponts. Couleur inverse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des hiéroglyphes, des schémas. Et je coupe là. Merci. C'était Jupiter. Bah, le prochain, c'est centre d'astéroïdes, ancienne planète Mould. Mais je ne sais pas, on verra ça une autre fois. C'était Jupiter et je coupe là, merci. Allez, quelques structures et je coupe. Comparaison New York en bas. Hein. Et au-dessus, Jupiter. Inversement des couleurs. Voilà, je coupe, merci. Prédateur cosmique de Andreas. À bientôt. Prédateur cosmique de Andreas. Vénus. Je l'avais pas fait celui-là, Vénus. C'est parti mon kiki, toujours une petite ambiance de musique. Hein. Alors, Vénus. Vénus. J'espère que l'image ne va pas être trop dégueulasse. C'est bon. La planète Vénus fut en ultraviolet par Pioneer Venus Orbiter en 1979. Bon, déjà. NASA. Au premier abord, Vénus a l'air fade et sans particularité, mais lorsqu'en 1979 elle fut photographiée en ultraviolet par la sonde Pioneer Venus Orbiter, elle se révéla comme la jumelle de la Terre. Toutes deux presque aussi grosses avec des nuages, des volcans, et même si leurs conditions atmosphériques sont très différentes, on n'a pas idée à quel point Vénus et la Terre sont semblables. Je fais évidemment allusion au fait qu'elles puissent toutes les deux supporter des formes de vie, bien que pour Vénus cela soit hautement improbable, étant donné que d'après les relevés officiels, sa pression atmosphérique serait 92 fois plus importante que sur Terre et son atmosphère composée d'environ 96,5% de dioxyde de carbone. Génère un très puissant effet de serre portant ses températures de surface à environ 467 degrés Celsius, soit les plus élevés des astres du système solaire. Je signale que ce soir, parce qu'après j'ai posté la vidéo, ce soir il y a une émission à W9 à 22h40 au cœur de l'étrange sur les ovnis, et c'est inédit. Voilà, petite information au passage, de toute façon je l'ai posté sur Facebook. C'est reparti. Allez, d'un point de vue humain, Vénus est un véritable enfer, même dans ses conditions, dans son vénusien évidemment. Ces conditions, les modèles de température au sol président des régions suffisamment froides pour accueillir de la glace d'eau sous la surface. Je précise d'un point de vue humain, car malgré les conditions décrites, nous pourrions bien là au-dessus. Au moins que je passe la vidéo avant l'émission ce soir, je sais pas où je vais. Là aussi, rencontrer des structures artificielles. C'est ce que nous allons tenter de percer grâce aux données de la sonde américaine Magellan,
Elle a été lancée le 4 mai 1989 et a commencé à tourner autour de Vénus le 10 août 1990. Ouais, ça fait presque 30 ans quand même. Réalisant la première carte détaillée de la surface de Vénus. Pour arriver à percer l'épaisse couche de nuages qui entoure la planète, la sonde a mis en œuvre un radar à synthèse d'ouverture, RSO. Pour nous, l'affaire se corse, puisque bien que cette technologie autorise de s'affranchir de la présence de nuages ou de poussière en forte densité, elle ne permet que de distinguer les objets. Ce qui ne fait que rajouter à la difficulté des habituels filtres de camouflage. Ne nous plaignons pas, Magellan a permis d'établir une carte de la surface de Vénus, consultable sur Internet avec l'application de cartographie Vénus Global JS Mapping Application. Naturellement, nous examinons cette carte dans le cadre de nos recherches. Vénus Global JS étant pourvu d'un moteur de recherche, il suffit d'y entrer le lieu pour l'avoir sous les yeux. Je me contenterai donc d'indiquer la région comme si, ici, Céridwen Corona. Vénus, région Céridwen Corona. La capture d'écran présente des informations qui demandent un examen plus poussé dessous la région centrale agrandie. Bon, après, pour l'instant, c'est le début. Hein. La suite. Ça se corse. Obtenir des structures sur Vénus est difficile, cela demande un travail acharné. Mais cette quête n'est pas insurmontable et nous allons voir qu'elle en vaut la peine. On croit avoir des bâtiments s'étendant à perte de vue. Il est certain qu'une civilisation capable de coloniser l'ensemble du système solaire et d'y cannibaliser la totalité des mondes qui la constituent ne va pas laisser passer les richesses minières d'une planète. Soit-elle aussi peu accueillante que Vénus, à moins que l'on mette en doute la version officielle à propos des véritables conditions de cet astre. On continue région Awa va, je ne montrerai qu'un seul exemple encadré, laissant en lecteur tout le loisir de se battre afin d'en sortir les nombreuses constructions. Bienvenue sur Vénus. J'essaie de faire mon mieux parce que des fois il y a un petit flou. J'ai dû la régler. Bon, n'oubliez pas ce soir, W9. Au cœur de l'étrange, c'est inédit à 22h40, hein, le 29 octobre. Hein, nous sommes le 29. Voilà. 22h40, W9. OVNI. Voilà. On laisse imaginer qu'il y a quand même des structures. Hein, il y a quand même des trucs pas très nets. Là aussi d'ailleurs. Hein, regardez, on dirait une sorte de visage. Ok. C'est bon là. Lorsque l'on examine sérieusement la surface de Vénus, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle est couverte de structures artificielles. De toute façon, Vénus, Pluton, Mars, Lune, Neptune, Saturne, je suis mis. Il y a toujours des structures. C'est quand même dingue. Et on se rend rapidement compte de la tâche à accomplir. Un petit dernier avant de reprendre notre route céleste. Pourquoi pas une cité avec les régions Semuni-Dorsa. Vénus, région Semuni-Dorsa. Je vais vous le faire voir après. J'arrêterai ici les investigations que je ne justifierai pas par ces quelques indications. D'un rayon de 6051 km, la taille de Vénus est légèrement inférieure à celle de la Terre, qui affiche un rayon de 6378. On n'est pas si loin de la Terre. Soit une différence de seulement de 327 km, c'est pas énorme. Mais Vénus n'a pas d'océan, alors si on tient compte que les océans, les mers, les lacs et les fleuves représentent 75% de la surface totale du globe terrestre, on réalise que la surface à explorer sur Vénus est gigantesque. Oui, donc, il n'y a pratiquement pas d'océan. Ce qui étonne, c'est le nombre incroyablement élevé de structures artificielles que l'on trouve en passant par Vénus Global GIS Mapping Application. Il suffit de faire un agrandissement maximum et de passer ses journées à explorer sa surface pour rendre compte. Il y a fort à parier que l'on y trouve des constructions plus complexes. Ce qui est fort probable. Mais en faire ou pas, Vénus n'échappe pas à la règle eau et édifice. Étant donné que dans beaucoup de cultures on trouve des interactions avec des êtres dont la technologie a pu facilement les faire passer comme des divinités, et que ces derniers sont généralement dépeints comme des reptiliens, Vénus, Moul Tabon, pour être sous le joug des Anunnaki, de la même manière que les autres mondes que nous avons survolés. À ce stade, on ne voit pourquoi Mercure d'Allah
La dernière, ou première planète, selon le point de vue, on ne pourrait pas être tout aussi exploité par les Anunnaki reptiliens, et j'arrête là. Alors, on imagine, là c'est Vénus. Région Samanana. Ah, c'est quand même curieux, hein. Bon, de toute façon, c'est des trucs que vous ne verrez jamais à la télé, jamais, jamais, de toute façon. Pour faire peur aux gens, hein. Et quand même, je sais pas, il y a un moment, il faut se réveiller un petit peu plus. Regardez bien derrière. Et je coupe. Bon, si c'est un peu flou, c'est pas de ma faute, hein, mais au moins, voilà. Regardez bien derrière les formes. Voilà. Et surtout ça, là. Cette forme-là, très particulière. Voilà, je coupe. Merci. Et merci, Andreas. Et je vous rappelle, ce soir, émission 22h40, je sais, je suis chiant, sur les ovnis, au cœur de l'étrange, inédit, parce qu'il faut une mer, c'est toujours le même truc. Il y a aussi la chaîne avant, les C8 aussi, les émissions, mais c'est pas vraiment pareil, c'est un mélange de tout. Ça m'intéresse beaucoup moins. Là, c'est vraiment clair et net, c'est sur les ovnis, et j'ai vu des passages, ça a l'air intéressant, des sphères, des trucs que je connais pas. On verra bien. Prédateur cosmique, à bientôt, merci. Merci Andreas. A plus.